Aujourd'hui, on est après la gym à la fin de l'année et au bout de la vie. C'est le moment de revenir sur un texte de Guy de Maupassant parce que vraiment je l'aime bien. Alors je reviens sur Maupassant parce que vraiment je l'aime bien, mais en fait c'est un texte qu'on a vu un peu avec mes secondes en classe, dans cette anthologie de la dimension fantastique à 2 € qui m'a été conseillée pour les gamins par mon collègue Romain, un collègue et ami Romain, collègue et néanmoins ami Romain. Il était venu parler d'inconscient, j'espère qu'on reparlera bientôt un peu plus. Et en fait, en bossant le fantastique avec les petits, j'ai pu voir qu'il y avait quand même des choses qui posaient vraiment problème. Alors, la distinction fantastique merveilleuse, c'est pas évident, le schéma actentiel, c'est pas évident, des trucs comme ça, mais moi, là, il y a un passage que j'ai sélectionné parce qu'il me paraît techniquement intéressant et parce que c'est vraiment un moment important dans le récit. Alors, on va aller. Et donc, en fait, puis là, j'ai envie de revenir à un truc un peu technique, explication de texte. Donc, et puis je suis tellement crevée que je peux pas inventer autre chose. En ce moment, je bosse pas mal sur Volodine et je relis Herbes et Golem en même temps, à toute vitesse et plein d'autres choses. Donc, mais là, c'est trop rapide, je peux pas encore en parler. Bref, Maupassant. Valeur sur Maupassant. Je vous parlais de l'homme au sable, mais l'homme au sable, c'est la dimension structurelle qui me plaît bien. Alors, on est page 153-154 de la chevelure. Attrapez vos livres. Doom. Comment ça, t'as pas ton livre? Vous n'avez pas votre livre, je vous vois mes élèves. Alors qu'est-ce qui se passe dans la chevelure? En fait, on n'est pas tout à fait au début. Je sais plus de quand il est, 1884 la chevelure. Petite nouvelle, c'est pratique les nouvelles. Ouais, c'est ça, 1884. Je vais mettre un texte Wikisource voilà, sans problème en dessous. Édition Connard, je crois, celle qui est sur Wikisource. Bon, ben voilà, c'est le nom d'un éditeur, mais à chaque fois je souris parce que je suis un peu bête. On se rappelle, un homme, le narrateur, visite un hôpital, un asile en fait, de ce qu'on appelait des asiles d'aliénés, et voit d'emblée donc voilà, un malade dans sa cellule, et le médecin lui explique un peu le cas, et lui remet le journal de ce, je cite, misérable homme, je suis page 151. Alors ça, c'est un élément qui est super intéressant et qu'on trouve très souvent dans le fantastique. Aujourd'hui, pour l'expliquer, on peut passer par le found footage, c'est-à-dire la bobine trouvée, mais sous l'Ancien Régime, ou plutôt ensuite hein, quand même, c'est ce qu'on appelle en littérature la fiction du manuscrit trouvé. Alors, on en parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup dans l'Ancien Régime, c'est le cas de la Nouvelle Héloïse, c'est sous l'Ancien Régime, et ensuite c'est le cas de la Chartreuse de Parme, par exemple. Voilà, ce sont des archives que j'ai trouvées, etc. Et ça va permettre d'avoir un sentiment d'authenticité, donc on va plus adhérer. Et c'est hyper important dans le fantastique, parce que le fantastique n'est pas le merveilleux, il y a du surnaturel, et chill, on est tranquille. Dans le fantastique, il y a du surnaturel, mais c'est pas normal, parce qu'en fait, on part d'un monde qu'on va appeler référentiel, réaliste ou naturel. Tout ça pose problème, hein, mais d'un monde en tout cas référentiel qui ressemble au nôtre, et il se passe un truc. Alors, il se passe un truc, mais ça va pas forcément être inquiétant. On n'est pas en réalisme magique où les mondes sont mêlés. Enfin, c'est compliqué le réalisme magique. C'est encore autre chose. Ça, je leur en ai pas parlé, trop compliqué. Mais on va se trouver avec le fantastique, avec un événement extraordinaire, dans un monde plutôt ordinaire, pour lequel l'explication la plus probable est aussi celle qui va tirer vers le surnaturel. Ce qui veut dire qu'on cherche des explications à cet événement extraordinaire, pour l'intégrer à l'ordinaire, pour lui donner une explication, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi ce qui fait que, très probablement, le fantastique ne peut naître que du fait qu'il y ait des sciences qui mettent en avant des lois rationnelles et qui font une division de plus en plus stricte entre le naturel et le surnaturel. Parce que si on ne divise pas, ça n'est pas inquiétant qu'il se passe des choses surnaturelles dans un monde naturel. Puisqu'en fait, on ne fait pas la différence. Alors, ça, c'est pas une façon de dire qu'il y avait des miracles tous les 15 jours au XVIe siècle, par exemple. Ça se passe pas comme ça.
Mais il y a une rationalisation du monde qui apparaît et qui fait que des récits fantastiques peuvent naître. Très important, La Chevelure est une nouvelle qui est sortie dans un journal, alors je sais plus, je crois que c'était pas le Gaulois dans celui-là, mais que c'était un autre, mais on va le voir, avec le lien Wikisource. Ça va les rapprocher des chroniques, des reportages, en fait de plein de genres journalistiques qui commencent en 1884 à être pas mal élaborés. La chronique par exemple elle a été inventée par Delphine Gay, là je renvoie au livre de Marie-Ève Terranti. Je pense que j'en parlerai un moment de ce bouquin, sur les genres et surtout donc sur la pratique des femmes journalistes. Et donc on se retrouve comme ça avec voilà. Mais on a inventé les types d'articles, les types de textes, et quelqu'un comme Edgar Allan Poe pouvait euh, essayer de mettre en place ce qu'on appellerait des canulars ou des hoaxes. Euh, des canards, on disait. C'est aussi une des raisons du canard enchaîné, du titre, je veux dire. Donc le fait de publier ce genre de nouvelles dans un journal change énormément de choses, parce que là, moi, mes gamins, ils sont en cours de français. En cours de français, ils savent qu'on dit des bêtises. Ils s'attendent à avoir de la fiction. Mais quand on met ça dans le journal, même quand on savait que c'était la page littérature, on est dans un autre contexte. Ça, c'est quand même hyper important. Là, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a un visiteur dans un asile d'aliénés qui peut être journaliste. Pourquoi pas? Qui peut être autre chose. De toute façon, la visite dans les asiles, c'est quand même une pratique plus ou moins mondaine, pas rare. En tout cas, puis il y a une mise en spectacle assez étrange de la science au XIXe siècle, en tout cas étrange pour des yeux contemporains. On y reviendra probablement, mais à un autre moment, dans une autre vidéo. Et là, le narrateur se voit confier, le remettre, pour lecture uniquement, hein, le journal de celui que nous on appellerait le malade, de l'aliéné, en tout cas de cet homme qui est enfermé, et qui a pas l'air bien. Alors, ça pourrait être une chronique médicale. Alors la chronique, ça peut être la description du déroulement d'une maladie. C'est aussi un mot de vocabulaire de la nosologie des maladies, ou plus exactement de ce qui va être pas forcément curatif, mais au moins thérapeutique. Donc en tout cas, voilà, on a ce type, et il y a ce journal. Et dans ce journal, il est raconté que ce bonhomme, on n'a pas son nom. Ah, aucun. Ni au médecin, ni à l'hôpital, ni au malade. Aucun nom. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des noms? Qui, bah, qui aime les choses anciennes, les objets anciens, et qui paraît, voilà, un peu étrange dans ce goût de collectionneur, mais les collectionneurs ne sont-ils pas tous un peu étranges? Je vous demande. Pour les secondes, beaucoup, très étrange. Le collectionneur est un être incompréhensible, qui va donc imaginer, en tenant un objet ancien, par exemple une montre, la personne à qui l'objet a appartenu, les mouvements de cet objet-là, donc de cette montre par exemple, sur le corps ou dans les mains de cette personne, etc. Donc on a un collectionneur qui tire vers le fétichisme, mais ça reste gentil. Et ce collectionneur finit. Voilà, alors, il a voilà, une appétence, ou en tout cas une fascination plus exactement, pour donc ces femmes des temps jadis, et on aura un peu plus tard la fameuse ballade de Villon qui aura été reprise ensuite par Brassens, mais évidemment pas à l'époque où Maupassant écrit. Le passé m'attire, le présent m'effraie, parce que l'avenir c'est la mort, je regrette tout ce qui s'est fait, je pleure tous ceux qui ont vécu, je voudrais arrêter le temps, arrêter l'heure. Mais elle va, elle passe, elle me prend de seconde en seconde, un peu de moi pour le néant de demain, et je ne revivrai jamais. Et donc, en fait, ça veut dire que là, tout l'ensemble du récit va être une auto-présentation de cet homme donc dans son journal. On ne sait pas exactement pourquoi il écrit ce journal, mais en tout cas, il l'écrit une fois qu'il sent... Enfin, après avoir connu ce qu'on va appeler un élément perturbateur ou un événement marquant, en reprenant les étapes du schéma actentiel, donc situation initiale, élément perturbateur, des péripéties avec des adjuvants des opposants,
Et ensuite, une résolution, et pas une solution, parce qu'une solution finale, ça sonnerait quand même pas super bien en critique littéraire, pour aller vers une situation finale qui sera un relatif équilibre, ou du moins un nouvel équilibre. Donc là, on comprend, par cette analepse, ce retour en arrière, que cet homme, bon, ben, grosso modo, allait bien, il ne va pas bien au moment où il écrit, et qu'il revient par l'analepse, donc le flashback, le retour dans le passé, sur ce qu'il a amené ici, à savoir donc dans cet hôpital, et donc à écrire. Et tout ça, ça fait que c'est hyper cohérent, parce que, bon, ben, de écrire la chronique de sa maladie dans un journal peut être une pratique thérapeutique. Ah, et puis ça permet de transmettre quelque chose de cette maladie, de la faire connaître. Enfin, voilà, ça entre dans une thérapie, en tout cas possible. Et cet homme un jour donc, nous raconte donc, comment il était avant, mais on ne sait pas avant quoi, mais on sait qu'il y a eu un avant. Et c'est là que ça commence à être inquiétant. Et qu'il a vu un meuble chez un antiquaire. Et qu'il le voit, mais qu'il revient le voir, et qu'il y retourne. Et qu'il finit par acheter ce meuble. Alors, que se passe-t-il ? Quelle singulière chose, je suis en haut de la page 153, que la tentation. On regarde un objet et peu à peu il vous séduit, vous trouble, vous envahit, comme ferait un visage de femme. Ça, c'est très Maupassant. Donc c'est toujours la simulation, c'est très 19e de toute façon, la simulation de la femme à autre chose, de préférence un objet ou un animal. Parfois un paysage, en tout cas certainement pas un truc qui réfléchit, jamais un homme. Mais et donc la femme peut ainsi servir de comparant pour ce que va être la fascination. Et c'est exactement ce qui se passe avec le fétichisme, c'est que ce qui est habituellement un désir pour la personne se transfère en... va être un désir focalisé ou déplacé, soit donc sur un objet, soit sur une partie du corps, mais non plus sur une personne entière. Son charme entre en vous, charme étrange qui vient de sa forme, de sa couleur, de sa physionomie de choses. Et on l'aime déjà, on le désire, on le veut, un besoin de possession vous gagne, besoin doux d'abord, comme timide, mais qui s'accroît, devient violent, irrésistible. Et les marchands semblent deviner à la flamme du regard l'envie secrète et grandissante. Et là, c'est un nouveau désir que raconte donc Maupassant par tous ces masques et tous ces avatars. C'est le désir consumériste de l'achat. J'achetais. Et c'est marrant parce que c'est un désir consumériste, mais pour un meuble ancien. Mais la collection, c'est vraiment une pratique du 19e. Il y avait le cabinet de curiosité avant, mais la collection, c'est le 19e. J'achetai ce meuble, et je le fis porter chez moi tout de suite, je le plaçai dans ma chambre. Oh, je plains ceux qui ne connaissent pas cette lune de miel du collectionneur, avec le bibelot qu'il vient d'acheter. On le caresse de l'œil et de la main, comme s'il était de chair. On revient à tout moment près de lui, on y pense toujours, où qu'on aille, quoi qu'on fasse. Son souvenir aimé vous suit dans la rue, dans le monde, partout. Et quand on rentre chez soi, avant même d'avoir ôté ses gants et son chapeau, on va le contempler avec une tendresse d'amant. Vraiment, pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. J'ouvrais à chaque instant ses portes, ses tiroirs, je le maniais avec ravissement, goûtant toutes les joies intimes de la possession. Plusieurs choses. Ce meuble, c'est quoi ça ? C'est un guéridon, un secrétaire, une commode, une armoire ? Bon. Je pense plutôt pour le petit secrétaire mignon avec tout plein de tiroirs. Et justement. Mais ce qui va compter, c'est pas de quel type de meuble il s'agit, mais qu'il ne sera désigné que comme ce meuble. Comme s'il était déjà hors catégorie. Comme s'il était impossible de le désigner autrement que par donc, son hyperonyme, c'est-à-dire le mot de la catégorie au-dessus. On sait juste que c'est un meuble. Mais on ne sait pas à quoi il sert. Parce que sa seule fonction, c'est d'être là, et d'être possédé, et d'être manié. Alors, quelle singulière chose que la tentation, on va avoir, hop, je reviens un peu, hein, mais un jugement général pour parler d'un objet particulier, mais ça montre aussi un malade qui connaît sa maladie, et néanmoins, ici, ou en tout cas, son fétiche, son goût particulier, mais ce goût particulier n'est pas encore pathologique. Néanmoins, il s'annonce comme possiblement pathologique, et ça va passer par des choses qui vont être inquiétantes. On regarde un objet, et peu à peu, donc c'est insidieux, on ne le sent pas venir, il vous séduit, vous trouble, vous envahit, comme le ferait un visage de femme. Et là, en fait, c'est le meuble qui devient actif. Et grammaticalement, c'est vous, l'objet. Et donc la tentation,
Parce que c'est une nouvelle sur le désir. Et le désir étant déporté sur un meuble, puis un objet, la chevelure, il est d'autant plus lisible dans son étrangeté. Parce que le désir, c'est quelque chose qui va aliéner. Mais là, on n'est pas dans le désir amoureux de Barthes, celui qui va mettre en attente et en passivité, parce que en fait, on va avoir un effet de réciprocité dans cette espèce de désir de possession. Et c'est là où on voit que le XIXe siècle est particulièrement misogyne, comme ferait un visage de femme. Alors, avec ce rappel donc, que c'est l'image qui est conservée et pas la femme. Mais finalement, cette femme, elle n'existe que métonymiquement, cette femme typifiée, typique, enfin abstraite. Et ensuite, on a son charme entre en vous, et on ne sait plus si c'est donc celui de la femme ou de l'objet, c'est bien sûr celui de l'objet, mais de toute façon, le processus est le même. Il s'agit ici de décrire le processus. Charme, c'est un mot fort qui connote la magie. Charme étrange, alors singulière, étrange, évidemment le lexique renforce le déplacement, et ce qui va faire que ça devient extraordinaire. Et donc, son charme entre en vous, charme étrange, une petite répétition qui va donner une impression de... Ah, quand on corrige au fur et à mesure. Ah, j'ai envie de dire adunatone, mais ça c'est l'alliance des contraires. Ah, ça va me revenir. Là, j'ai des mots qui viennent, mais je sais que c'est pas les bons. C'est pas une prétérition, c'est... Prétérition, c'est quand on dit qu'on ne va pas dire, mais que ça permet de dire. Ah, ça m'agace. C'est pas tout à fait l'hyperbate, ça a une figure de retard. Ah, je sais quand même le mettre en commentaire si ça ne me vient pas à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, ça va permettre de procéder à tâtons, par petites avancées. Son charme entre en vous, charme étrange, donc qui vient de sa forme, de sa couleur, de sa physionomie de choses. Et là, c'est vraiment étrange, parce qu'on a une alliance, justement, entre physionomie et choses, de choses qui ne vont pas ensemble, parce que ce qui a une physionomie, normalement, c'est ce qui est vivant et même humain. Et là, les choses peuvent avoir une physionomie. Et ça nous montre en fait comment le regard du désirant projette une vie propre sur l'objet, à moins que ce soit la vie propre de l'objet qui permette de susciter ce regard. Exactement. Donc en fait, on a ici, de manière générale, et ça va bien sûr préparer cette espèce de scène de possession, mais une forme d'inamoramento, d'amour au premier regard, et entre un homme et un meuble. Ça a beaucoup choqué les ondes. Et on l'aime déjà, on le désire, on le veut. On va noter comment le rythme va aller en s'accélérant, et en même temps la juxtaposition, c'est un rythme ternaire, mais la juxtaposition va, qui est même du style coupé, et on l'aime déjà, on le désire, on le veut, fait gradation de ce désir, et annonce donc la violence qui vient, un besoin de possession vous gagne, besoin doux d'abord comme timide, mais qui s'accroît, devient violent, irrésistible. Et ça annonce la violence. Et les marchands semblent deviner la flamme du regard, l'envie secrète et grandissante, parce qu'on est dans un monde capitaliste. J'achetai ce meuble et je le fis porter chez moi tout de suite, je le plaçai dans ma chambre. Donc, hop, la possession, achat, transport, installation. 3 temps là aussi, pas de conjonction de coordination ou quoi que ce soit, on est vraiment dans de la juxtaposition. Alors, des phrases juxtaposées ici. Et on va, avec des passés simples, paf, 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 ça va vite, ça va vite. Mais immédiatement, le meuble se trouve dans la chambre, dans un lieu intime. Oh, je plains donc ceux qui ne connaissent pas cette lune de miel. La lune de miel, c'est pour le mariage. Et le bibelot qui vient d'acheter le bibelot, je crois que c'est un mot qui est très 19e, mais je vais chercher ensuite. Et là, tout ce qu'on va avoir, c'est vraiment un on qui est en fait en jeu, mais qui peut être un on et qui parle d'amour et de désir. Est-ce que c'est vraiment d'amour? Et où les femmes permettent de parler de l'objet. Et donc le fait d'avoir ces comparaisons permanentes, donc c'est facilité par la choséification ou la réification des femmes très marquée au XIXe siècle, mais ici ça se passe également, en fait ça va permettre, les comparaisons constantes avec une femme vont permettre de souligner et l'étrangeté, et en même temps de déplacer les attributs féminins au meuble. Et donc ça va évidemment mettre en place une érotisation de ce meuble. On le caresse de l'œil et de la main comme s'il était de chair, on revient à tout moment près de lui, on y pense toujours, qu'on aille, quoi qu'on fasse. Donc la lune de miel du collectionneur, c'est effectivement une lune de miel, c'est un moment d'obsession amoureuse.
ça passe toujours par un on. Parce que le jeu va arriver, mais ça nous installe en mettant en place une forme d'ambiance, de situation initiale qui va en fait finir par se singulariser. Mais évidemment, tout ça c'est du chiquet parce que c'est écrit après coup dans le journal. Donc dans quelle mesure ça n'est pas déjà en train de justifier ce qui va se passer? Son souvenir aimé vous suit dans la rue et dans le monde et partout, et quand on rentre chez soi, avant même d'avoir ôté ses gants et son chapeau, on va le contempler avec une tendresse d'amant. Qu'on en perd le rythme. Vraiment, pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. J'ouvrais à chaque instant ses portes, ses tiroirs. Je le maniais avec ravissement, goûtant toutes les joies intimes de la possession. Oralité, vraiment, pendant 8 jours. Là, on a une durée, on n'avait pas de date avant, mais on sent qu'on est dans un monde qui est un peu contemporain. Voilà, c'est pas de notre époque, de 1884, donc pas la nôtre aujourd'hui. Et on voit en fait une érotisation qui est une sensualité dans le maniement du meuble, bon, qui se rapproche d'une consommation charnelle, et cela par ouverture-fermeture, donc des portes et des tiroirs. Et le mouvement d'ouverture et de fermeture est éminemment suggestif. Je le manie avec ravissement, le ravissement a une connotation érotique évidente, tout comme ces joies intimes de la possession, qui est une périphrase complètement charnelle, ici, appliquée à un objet. Ça ne veut pas dire qu'il fait l'amour avec le meuble. Ça veut dire qu'il a un plaisir sensuel à toucher ce meuble, comparable à, mais qui commence à plus être tellement comparé, mais identifié. Joies intimes de la possession, c'est un complément du nom qui est intéressant, parce que finalement, dans les joies intimes de la possession, on voit bien ici qu'il s'agit du propriétaire qui possède son objet. Mais pas seulement. Parce que le complément du nom, il est fondamentalement ambigu. Et finalement, ici, qui possède qui, c'est aussi le meuble qui possède le propriétaire, qui en est donc possédé. Et cela dans une connotation là plus satanique, plus diabolique. Et là, on a l'extraordinaire qui commence et qui continue à se nouer. Or, un soir, boum. Or, un soir, on passe dans le singulatif, ça va se passer. Alors, on avait quand même un genre de présent de vérité générale, d'habitude, sa vie, de la vérité générale, alors le meuble, vérité générale, ça. Et ça permet d'avoir au niveau de la nouvelle des phénomènes d'accélération. On se rapproche de ce qui va être le moment important, ce qu'on va appeler l'élément perturbateur. Mais il semble un peu perturbé déjà, hein, le personnage. Or, un soir, je m'aperçus, retour au passé simple, après les imparfaits, en tâtant l'épaisseur d'un panneau, évidemment que la sensualité est complète, par le tact, par le toucher, l'épaisseur d'un panneau. Alors moi, j'ai mis des grandes claques sur le bureau hein, pour qu'ils comprennent bien et qu'ils visualisent. Mais on se rend compte aussi que pour découvrir ce qu'il va falloir découvrir, il aura fallu 8 jours d'obsession. C'est donc d'autant plus difficile. Et en même temps, c'était difficile, mais je finis par le trouver. Comment ça se fait? Et cela avec quelque chose qui a l'air de s'augmenter. Alors que, bon, le régime capitaliste, il est fait que pour qu'une fois qu'on a possédé, on se détourne, ou en tout cas on oublie pour avoir encore envie de posséder. Là, c'est un peu différent. Donc, or, un soir, je m'aperçus, en tâtant l'épaisseur d'un panneau, qu'il devait y avoir là une cachette. Petite modalité. Mon cœur se mit à battre et je passai la nuit à chercher le secret sans le pouvoir découvrir. J'y parvins le lendemain en enfonçant une lame dans une fente de la boiserie. Une planche glissa et j'aperçus étalée sur un fond de velours noir une merveilleuse chevelure de femme. Mon cœur se mit à battre. Ça, c'est intéressant. C'est quoi l'émotion du personnage? On ne sait pas. On suppose en fait qu'il a une émotion parce qu'on a un symptôme corporel. Évidemment que son cœur battait avant. Mais là, il bat plus, il sent son cœur battre puisqu'il le signale. Alors, en tout cas, il s'est souvenu avoir senti son cœur battre. Je vais dire battu, mais là, c'est plus le même sens. Et donc, une nuit se passe, puisqu'il cherche et il ne trouve pas. Et ça va permettre de le faire, que c'est très difficile. Donc, à un moment, il va trouver.
J'y parvins le lendemain, jour, nuit, on sait plus, en enfonçant une lame dans une fente de la boiserie. Image éminemment érotique et en même temps un peu criminelle, mais je n'ai pas besoin d'insister. Une planche lissa et j'aperçus, donc hop, et puis les passés simples fond du récit d'action, hein, étalée sur un fond de velours noir, une merveilleuse chevelure de femme. Donc dans une cachette, vraiment bien cachée, il finit par découvrir, parce qu'il est très fort, ou très amoureux, ou très obsédé, ou parce qu'il est appelé, une chevelure. Non, une merveilleuse chevelure de femme. Et merveilleuse, c'est intéressant, parce que merveilleuse, c'est un mirabilia, miraculeux, c'est qui est hors norme. Est-ce que c'est habituel de trouver une chevelure de femme dans un meuble quand on rentre chez soi? Non. Et donc ça va être la bascule. Oui, une chevelure, une énorme natte de cheveux blonds presque roux qui avait dû être coupée contre la peau et liée par une corde d'or. Donc on a un paragraphe, nouvelle oralité pour dire oui, effectivement, c'est absolument remarquable. Et tout ça va justifier. Imaginez, ce type était quand même déjà très collectionneur. Et là, il lui arrive une des choses les plus incroyables que l'on puisse imaginer. Bon, évidemment, c'est dingue. Énorme, donc là, on est dans quelque chose d'amélioratif, blonde presque roux. Bon, là, on est en plein dans les couleurs, dans les teintes de cheveux les plus connotées au XIXe siècle, et notamment celles qui sont utilisées pour représenter Marie-Madeleine. Donc, c'est des couleurs vraiment érotiques, la blondeur et la rousseur, donc ce doré, la natte, elle est énorme, et en fait, les cheveux de femmes sont... donc les femmes ne sortent pas en cheveux, c'est-à-dire les cheveux détachés et découverts au XIXe siècle, et les détachent très peu. Et en fait, les cheveux détachés renvoient pour un œil du XIXe siècle au poil pubien. Évidemment, une énorme natte de poil pubien ne ferait pas tout à fait le même effet avec un regard du XXIe siècle, mais c'est quelque chose de fortement sexuel au XIXe siècle, qui avait dû être coupé contre la peau et lié par une corde d'or. On voit un peu encore une petite modalité, qui avait dû être coupé contre la peau. Il n'y a pas le scalp, hein, mais c'est imaginé, et donc on a cette corde d'or qui les attache. Je demeurai stupéfait, tremblant, troublé, un parfum presque insensible, si vieux qu'il semblait l'âme d'une odeur, s'envolait de ce tiroir mystérieux et de cette surprenante relique. Donc je demeurai, un mot passé simple. Stupéfait, tremblant, troublé. On se rappelle le battement de cœur? Là c'est pire, parce que ce sont des mots très forts. Stupéfait, tremblant, troublé, mais on va voir que des émotions. Non, c'est pas des émotions. Ce sont les états physiques qui résultent d'émotions qui sont impossibles à dire ou qui en tout cas ne sont pas dites. Parce que stupéfait, c'est rester interdit, c'est rester à pas bouger. Un parfum presque insensible, parce que lui a le nez très fin, donc il entend ce qui est presque insensible, et donc on peut se demander s'il l'a rêvé ou non. On a vu que c'était un homme qui était particulièrement fin. Mais tout ça, ça nous amène vers... C'est vraiment étrange, c'est singulier. On sort de l'ordinaire, encore une fois. Presque insensible, mais finalement ne serait-il pas insensible? Est-ce que c'est lui qui l'a imaginé ou pas? Puisqu'on est sur de l'infime, le très ténu, si vieux qu'il semblait l'âme d'une odeur. Ça, c'est magnifique. Il semblait l'âme d'une odeur. Parce que l'âme est éternelle, il va laisser quelque chose, mais alors, je pense que là, il y a quelque chose entre le parfum qui peut être artificiel ou pas, et l'odeur qui est beaucoup plus corporelle, dans cette connotation, parce que pour moi, odeur, c'était un mot plus général, mais là, j'y vois une connotation mystico-érotique, et j'ai du mal à la décoder, parce que les odeurs n'ont pas d'âme, puisqu'elles n'ont même presque pas de matérialité, et je sais pas tellement, il faut aller voir un peu ce que fait Erika Vicky, quelles sont les explications physiques et physiologiques des odeurs au XIXe siècle, mais c'est compliqué. S'envoler de ce tiroir mystérieux, donc là, le mot est lâché, on est dans le fantastique, et de cette surprenante, on note l'antéposition de l'adjectif, il est placé à gauche, relique. On rappelle qu'une relique, c'est ce qui reste, hein, le reliquat en comptard, ce qu'il faut dépenser avant la fin de l'année. Mais la relique, ici, en fait, c'est un morceau de corps, littéralement. C'est pas seulement ce qui reste, c'est la relique, elle ramène au mysticisme, puisque ce sont les reliques des saints que l'on met dans les reliquaires. Mais le XIXe siècle, c'est aussi un des siècles, c'est pas le seul, mais c'est vraiment le grand siècle de la relique amoureuse. Je la pris doucement, presque religieusement, et je la tirai de sa cachette. Aussitôt elle se déroula,
répandant son flot doré qui tomba jusqu'à terre, épais et léger, souple et brillant, comme la queue en feu d'une comète. Je vais lire tout le passage, enfin, on ne va pas lire toute la nouvelle, hein, mais un peu plus loin. Une émotion étrange me saisit. Qu'était-ce que cela? Quand? Comment? Pourquoi ces cheveux avaient-ils été enfermés dans ce meuble? Quelle aventure? Quel drame cachait ce souvenir? Qui les avait coupés? Un amant un jour d'adieu? Un mari un jour de vengeance? Ou bien celle qui les avait portés sur son front un jour de désespoir? Était-ce à l'heure d'entrer au cloître qu'on avait jeté là cette fortune d'amour comme un gage laissé au monde des vivants? Était-ce à l'heure de la clouer dans la tombe, la jeune et belle morte, que celui qui l'adorait avait gardé la parure de sa tête, la seule chose qu'il put conserver d'elle, la seule partie vivante de sa chair qui ne dut point pourrir, la seule qu'il pouvait aimer encore et caresser et baiser dans ses rages de douleur? N'était-ce point étrange que cette chevelure fût demeurée ainsi, alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née? Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une caresse singulière, d'une caresse de morte. Je me sentais attendrie, comme si j'allais pleurer. Allez, on va remonter. Donc je la pris doucement, évidemment connotation érotique. En plus d'être juste l'action, presque religieusement. Presque, on n'y est pas. Parce qu'en fait, on est dans l'idolâtrie. Et en même temps, on a ce moment-là. Et je la tirais de sa cachette, avec tout le plaisir qu'il y a à exhiber ce qui a été caché. Aussitôt, elle se déroula, répandant son flot doré qui tomba jusqu'à terre. Alors parce que bon, il a vu que c'était une natte, et puis il déroule la natte. On se rappelle que les femmes au XIXe siècle ne coupaient pas leurs cheveux, puis qu'elle avait l'air d'avoir beaucoup de cheveux, cette dame-là. Répandant son flot, le flot, c'est une métaphore habituelle pour les cheveux, mais ça permet d'avoir le mouvement. Et ce qui était blond et presque roux est maintenant franchement doré. Hop, là aussi une gradation dans la description, dans les façons de restituer cette natte, cette chevelure, qui tomba jusqu'à terre. Donc comme les cheveux peuvent tomber à terre, en fait là, concrètement, on ne sait pas à quelle hauteur elle est, a priori sur le meuble, et nattée, mais ça donne vraiment l'impression d'une chevelure vivante. Épais et léger, le flot, hein, souple et brillant comme la queue en feu d'une comète. Une très belle comparaison. La queue en feu d'une comète, qui ramène elle aussi un certain mysticisme. Et c'est étonnant de penser à une comète quand on voit la chevelure, ou en tout cas quand on se rappelle la chevelure. Une émotion étrange me saisit, même remarque que précédemment, on a des perceptions, on a des états, mais on n'a même pas les émotions. Étrange. Une émotion étrange me saisit, ça va permettre de dire que le personnage commence à connaître un état extraordinaire puisqu'il ne peut pas dire ce qui lui arrive et qu'on est dans l'indicible. Mais en même temps, donc en fait, là, le moment où on a une émotion véritable, celle-ci n'est pas dite, elle n'est qualifiée que d'émotion étrange. Et là on va noter, me saisit. Qui est sujet, qui est objet, c'est l'émotion qui s'empare du personnage. Et c'est pas, au l'avant on avait je demeurais stupéfait, tremblant, troublé. Donc là on voit comment on a une forme de dépossession de lui-même, parce qu'il devient possédé par la chevelure. Qu'était-ce que cela, quand, comment, pourquoi ces cheveux a-t-il été enfermés dans ce meuble? Succession d'interrogatives, plein de questions qui sont donc là du monologue intérieur pur. Ce que se dit cet homme, quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir. Et donc en fait, là on est en plein dans le paradigme indiciaire de Carl Ginsburg. Il essaie de deviner à partir du seul indice qu'il est, à savoir qu'il y a une chevelure dans ce meuble. Et donc cette chevelure, il va forcément supposer une très belle femme, puisque c'est une très belle chevelure, qui va amener donc à penser à une aventure, à un drame, puisque quelque chose a été caché. Le paradigme indiciaire, c'est en fait Carl Ginsburg dans un article assez célèbre, trace fragment, voilà, ça y est, je l'oublie. Si j'y pense pas, vous me le dites, je le mets en commentaire, on le trouve en ligne cet article, qui explique ce qu'est le paradigme indiciaire. Il compare les historiens de l'art, les détectives et les chasseurs du néolithique, qui en fait vont mettre en œuvre ce qu'on appelle l'abduction, c'est-à-dire qu'ils vont relever des signes pour remonter à la source et restituer un récit. Donc c'est ça une enquête. Et
l'idée étant d'aller chercher, que le paradigme indiciaire s'appuie sur des éléments laissés le plus souvent enfin les moins travaillés en histoire de l'art, c'est le dessin de l'oreille qui va intéresser je sais plus quel historien de l'art, parce qu'en fait les oreilles sont faites rapidement sans y penser, et donc c'est là que l'historien en question a pu montrer la patte de la signature de l'artiste, un truc caractéristique, parce que c'est fait sans y penser. Bon, c'est pas du Léonard de Vinci, hein, le peintre en question. Qui les avait coupés? Un amant un jour d'adieu. Alors d'abord, donc, quel drame, et ensuite, qui les a coupés? Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que les premières... d'abord, c'est pas à qui c'était. Qui était sous ses cheveux? Qui les a coupés? Donc, amant, mari, ou la femme elle-même. Et donc, avec l'adieu, la vengeance, le désespoir, des émotions qui là sont dites, mais prêtées à des personnages imaginaires d'un drame auquel on n'aura pas accès. Pas plus que le personnage, ici donc le diariste. Était-ce à l'heure d'entrer au cloître qu'on avait jeté là cette forme, et donc celle qui les avait portées sur son front, un périphrase pour parler de la femme qui les avait... enfin, de qui viennent ses cheveux. Était-ce à l'heure d'entrer au cloître qu'on avait jeté là cette fortune d'amour comme un gage laissé au monde des vivants, parce qu'on se rappelle que quand on entre dans un couvent, quand on prend le voile, il y a une cérémonie de tonte, en fait. Et je suppose qu'on peut garder ses cheveux, ça je sais pas. J'ai jamais assisté à une prise de voile. Une fois, j'ai assisté à une ordination dans la cathédrale de Tours. Bon, j'ai pas tout vu, hein, moi je sortais du CAPES. Et puis en fait, c'était derrière la cathédrale qu'on passait le CAPES, et on a pu voir la cathédrale, et là il y avait 8 prêtres en train d'être fait prêtre, allongés par terre, et j'avoue que je me suis dit que j'allais avoir le CAPES. Mais j'avais bien révisé. Donc, et voilà, donc tout de suite le triangle amoureux. Triangle amoureux qui va amener donc de l'amant du mari à la femme à une espèce de quasi-chronologie. Mais une chronologie qui est déjà en fait sur ce qu'on appelle la catastrophe en tragédie, sur la situation finale de adieu, vengeance, désespoir. Était-ce alors donc d'entrer au cloître, donc fortune d'amour comme un gage laissé au monde des vivants, parce que globalement la prise de voile est comparée à un ensevelissement, à une mort au monde, parce qu'on sort peu des cloîtres, surtout les religieuses. Donc une fortune d'amour, c'est vraiment une expression qui me... nominal, qui m'interroge, cette fortune d'amour, parce que c'est vraiment l'équivalent du capital séduction, quoi. Mais effectivement, c'est un renoncement à la séduction qui est symbolisé par ce moment donc, de la prise de voile. Était-ce à l'heure de la clouer dans la tombe? Donc là, hop, donc une mort spirituelle, une mort matérielle, la jeune et belle morte, qui l'a dit? Que celui qui l'adorait avait gardé la parure de sa tête, la seule chose qu'il put conserver d'elle, la seule partie vivante de sa chair qui ne dut point pourrir, la seule qu'il pouvait aimer encore et caresser et baiser dans ses rages de douleur. Et donc là, avec une souffrance donc d'hommes amoureux et pas forcément veufs, parce que là il n'y a pas de lien marital. Il faut se rappeler que les cheveux effectivement sont imputrescibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais pourrir, et que oui, ça fait partie des parties d'un corps que l'on peut garder, et quand même, contrairement aux dents, c'est quand même... Enfin, ils sont quand même plus extérieurs, les cheveux, que ne le sont les dents. La seule qui pouvait aimer encore et caresser et baiser dans ses rages de douleur, oui, effectivement, s'il avait gardé ses dents. Puis c'est quand même pas le même geste d'arracher les dents de quelqu'un et de lui couper les cheveux, quoi, avant de le mettre dans un cercueil. N'était-ce point étrange que cette chevelure fût demeurée ainsi alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née? Et ça, c'est une question qui ramène au présent, au moment de cette découverte. Que cette chevelure fût demeurée ainsi alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née, parce que c'est évidemment quelque chose sur la matérialité, la putréfaction des corps et la disparition des corps. Et les cheveux restent longtemps. Les cheveux et les dents, c'est la même matière. J'ai encore oublié le nom.
Mais ça nous montre bien le statut très particulier aussi des cheveux comme métonymie. Le cheveu, c'est une partie qui va représenter le tout, mais ici, le cheveu fait signe vers un tout ou vers une autre partie. Hein, quand le cheveu est vu comme un symbole de toison pubienne, le cheveu fait, fait ici signe vers un tout perdu. Et donc le cheveu devient un genre de cénotaphe. Mais il est plus qu'un cénotaphe, puisqu'un cénotaphe, c'est une tombe sans corps. Là, on est sur... en fait, un bout de corps sans corps. Mais après, il y a ce ainsi. S'agit-il de l'état ou s'agit-il du fait d'être dans le meuble? Et ça, c'est pas précisé. Je vous rappelle, hein, quand on trouve des momies égyptiennes, etc., là, on en a encore trouvé des extraordinaires, ou vus, reconstitués, ou travaillés dessus. Je sais pas, j'ai vu passer une photo de la grand-mère de Toutankhamon. C'est incroyable, elle a ses cheveux. Et avec des reconstitutions faciales, c'est extraordinaire. Elle me coulait sur les doigts. Alors ça, c'est quand même bien. Cette chevelure fut demeurée ainsi alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née. Oui, puisque les cheveux, ils sortent du corps. Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une caresse singulière, d'une caresse de morte. Je me sentais attendrie, comme si j'allais pleurer. Elle me coulait sur les doigts, la chevelure, mais là on commence à plus savoir s'il s'agit de la chevelure ou de la femme, puisqu'en plus il sentira une caresse impossible, une caresse de morte. Et c'est là que va se nicher toute cette ambiguïté, donc dans cette métonymie d'une chevelure qui fait signe vers un corps qui n'existe plus, mais aussi vers cette espèce d'animation, personnification pour ainsi dire, de la chevelure qui finit par agir ou être vue en train d'agir. Et là, ça nous pose encore la question de la maladie mentale de cet homme qui effectivement est dans un asile d'aliénés, mais donc de la possible mise en action de cette chevelure et une mise en action qui est érotique. Enfin, c'est quand même bien que les sorcières, elles viennent pas pour, je sais pas, faire la compta, quoi. Bah non, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des fesses. C'est pareil avec les chevelures de morte, quand on les trouve. On n'a pas envie d'imaginer la chevelure de l'instit, de la bibliothécaire. Non, on veut imaginer, quand on commence à mettre en place la mort et Thanatos, et puis qu'en plus, de beaux cheveux, on va imaginer une très belle femme avec. Et puis on peut l'imaginer, puisque de toute façon, elle n'existe plus. Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une caresse singulière, et on voit bien qu'est-ce qui est sujet, qu'est-ce qui est objet, mais même, c'est pas seulement elle me chatouillait, ce qui deviendrait un peu drôle, la peau. Et donc en fait là, ça aussi, ça va amener une espèce de dépersonnalisation, de mise à distance du corps, comme les symptômes corporels mettaient à distance des émotions, qui est indicible, mais qui allait aussi vers une forme de détachement de soi. C'est ça la possession. Je me sentais attendrie, comme si j'allais pleurer. Attendrie, c'est pas juste « Oh, c'est trop mignon ». Voilà. Attendrie, c'est le fait d'être comme ramolli. Et d'être donc ici touchée, c'est plus un état qu'une émotion en fait, attendrie au XIXe siècle, comme si j'allais pleurer. Va-t-il le faire? Est-il en train de pleurer? On ne le sait pas encore. Et donc ensuite va commencer cette histoire avec la chevelure. Et ce moment de la découverte, il me semble vraiment extrêmement important dans cette nouvelle qui est très connue et très étudiée. Hein. Et là, d'ailleurs, j'ai rallongé le texte par rapport à ce qu'on a fait en cours. Parce qu'il va être donc un moment perturbateur, mais sur un personnage, j'ai envie de dire perturbé. Alors perturbé. En fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que le moment de la découverte n'est pas le seul élément perturbateur, donc le moment qui va déclencher l'intrigue, et on ne sait pas trop si cet élément perturbateur il vient du fait d'avoir vu le meuble dans la vitrine, ou s'il était déjà un peu là avant, parce qu'en fait l'entrelacement des présentes vérités générales et donc du jeu, avec un événement singulatif qui se passe une fois, permet en fait de tisser l'événement extraordinaire et de le ramener à des espèces de lois étranges, et donc ça va amener une inquiétude. Ça peut nous arriver. Surtout aux hommes, puisque là on est vraiment dans un récit... Je ne dirais pas qu'on est dans un récit de male gaze, mais on est dans un récit qui s'adresse d'un homme qui s'adresse à des hommes. Hein. Parce que, voilà. Et dans lequel, quand on lit en tant que femme, on est habitué... je pense que le jour où on sera plus habitué, on n'arrivera plus à lire ce genre de récit, mais avoir la femme utilisée, donc ultra typifiée, utilisée comme un comparant pour parler d'un désir qui donc va de soi.
et une façon donc de frayer avec les femmes qui va de soi. On est en train de changer là-dessus et c'est très très intéressant. Vraiment, ça va être compliqué. Parce que je pense vraiment que les codes vont changer. On va pas faire grand chose d'autre pour sauver la planète, mais ça je pense qu'on va y arriver. Et donc, là, l'entrelacement singulier général, il ressemble à une espèce de tentative de rationalisation, mais sans explication, avec du déroulement chronologique. On n'oublie pas que c'est raconté après coup. C'est pas là c'est le journal de quelqu'un qui est déjà malade et qui revient sur les origines de sa maladie. Et ça change des choses. C'est pas comme dans le Horla où on va avoir quand même du journal écrit au fur et à mesure. C'est pas le même régime d'écriture. Même si les deux cas sont évidemment des fictions. Et on va avoir aussi, en fait, avant même la découverte du meuble, le goût général des collectionneurs. Et ça passe donc par les on, donc ces maximes de vérité générale, ces rappels, dans un siècle qui est le siècle de la collection. Alors, tout le monde n'a pas l'argent au XIXe siècle pour collectionner les meubles, mais ces meubles dans les vitrines antiquaires, on les regarde, on les connaît, on sait à quoi ça ressemble un meuble ancien. On ne sait pas forcément le dater, mais on sait à quoi ça ressemble. Et là, il y a un truc qui se met en place petit à petit. Et il y a, en fait, dans le siècle, j'ai envie de dire, des archives et du musée, tout ça se met en place tout doucement. C'est-à-dire le fait de vivre avec un passé dont on sait qu'il est passé et qui ne reviendra vraiment pas parce qu'on a la coupure de la Révolution. Alors, est-ce que cet extrait est fantastique ? Non, pas exactement. Mais il prépare le fantastique parce qu'il va déplacer. Et donc ça devient assez subtil et c'est un peu dur pour les secondes. Je vous dis à bientôt.